Bonjour à tous. On va démarrer donc ce nouvel éco-dialogue. J'ai le plaisir d'inviter Christophe Cassou, qui est un climatologue. Christophe va nous présenter quelques dias, donc peut-être que ceux qui sont un petit peu loin éventuellement, vous pouvez vous rapprocher, vous y verrez peut-être un petit peu mieux si vous le souhaitez, bien sûr. Merci Christophe d'être venu avec nous jusqu'ici pour ces journées et pour ce festival de Thau. Christophe Cassou est climatologue. Alors il n'est pas météorologue, il va nous expliquer évidemment un peu bien sûr la différence. Il travaille à Toulouse, c'est un chercheur du CNRS dans un laboratoire qui s'appelle le CERFAX, le Centre européen de recherche et de formation avancé en calcul scientifique. Donc son métier, c'est de faire du calcul scientifique sur le climat et puis d'essayer de comprendre notre climat actuel, les changements climatiques qu'il peut y avoir, et puis aussi d'essayer évidemment de faire ce qu'on pourrait appeler non pas de la prévision, mais au moins du calcul prospectif pour savoir qu'est-ce qui peut arriver en fonction des différentes possibilités, des modes de vie, des comportements, finalement de ce que l'on peut aujourd'hui choisir ou non par rapport à l'évolution du climat. Donc il travaille sur ces mécanismes-là. Alors ce qu'on vous propose, c'est que dans un premier temps, Christophe revienne sur ces questions climatiques, sans faire un long cours, bien sûr, sur le climat. Vous connaissez déjà des choses, mais c'est, je crois, une opportunité formidable d'avoir avec nous un scientifique qui est au plus près des avancées actuelles sur le climat. Christophe est également un des auteurs principaux du futur rapport du GIEC, vous savez, qui est ce groupement de scientifiques sur le climat qui, très régulièrement, fait un rapport qui fait référence sur l'ensemble de ce qui a été publié précédemment, de l'ensemble de la connaissance. Donc il est en train de préparer, avec beaucoup d'autres scientifiques, tu vas nous en parler, le futur rapport du GIEC. Et puis également aussi, c'est quelqu'un, Christophe Cassou, qui a publié déjà 2 ouvrages de vulgarisation. Quelques exemplaires sont encore disponibles, sont vite partis, mais sont encore disponibles sur les tables à l'entrée avec les ouvrages des autres personnes invitées sur les éco-dialogues. Il y a un petit ouvrage plutôt destiné aux enfants, qui est Météo et climat, ce n'est pas la même chose, qui est paru en 2013. Et puis un autre, Parlons climat en 30 questions, qui a été faite également aussi avec une autre climatologue, Valérie Masson-Delmotte, voilà, qui actuellement est coprésidente, je crois, du GIEC. Merci Christophe, à toi, de nous présenter ça. Quelques questions ensuite, bien sûr, et puis vos questions pour la fin de cet éco-dialogue. Il y a un bouton. Voilà. Ouais, c'est bon. Bonjour à tous et puis merci Thierry de cette invitation. Je suis vraiment content d'être ici à Metz, à Sète, dans un endroit où je suis. Plus fort peut-être. Plus fort ? Oui, il faut que tu parles. Ah oui, je parle. Voilà, ouais, là c'est mieux. Voilà, c'est ça, c'est bon. Voilà. Donc, je répète. Donc, merci beaucoup Thierry de cette invitation et très content aussi d'être ici, un endroit où je n'étais jamais venu. Hein. Je suis allé voir cet iceberg-là en Antarctique, mais j'étais jamais venu, je ne m'étais jamais arrêté en fait à Sète et à Metz et sur l'étang de Thau. Donc, je vous remercie de cette invitation. Alors, comme Thierry l'a annoncé, ce que je vais faire, je vais vous présenter, je vais me lever parce que c'est plus agréable. Je vais vous présenter quelques diapos sur l'état du climat aujourd'hui en 2018. Et je vais
je vais aborder en fait cet état du climat en commençant par bien préciser ce qu'est la démarche scientifique. La démarche scientifique qui repose sur 3 étapes qui se résument par ces trois boulettes, Oui, voilà, on verra mieux en éteignant. Un petit mot simplement avant que tu démarres. Toute la présentation de Christophe sera dès ce soir ou demain matin sur le site éco-dialogue.org. Donc vous pourrez la télécharger, télécharger le PDF. Voilà. Donc, oui, donc je vais commencer par, avant de vous donner les chiffres, les ordres de grandeur sur le climat, je pense que ce qui est très important, c'est de commencer par décrire ce qu'est la démarche scientifique. La démarche scientifique, donc, elle repose sur 3 étapes. 1, on observe un phénomène. 2, on essaye de comprendre ce phénomène. Et 3, une fois qu'on l'a observé et une fois qu'on l'a compris, on essaye de prévoir l'évolution de ce phénomène en fonction des différents scénarios. En fait, c'est pas quelque chose, c'est une démarche que notre cerveau fait en permanence. Je prends l'analogie je traverse une rue, j'observe, j'essaye de comprendre ce qu'il y a dans mon environnement. Il y a une voiture qui arrive, donc je comprends que potentiellement, si je traverse, il va y avoir un souci. Et suivant cette appréhension de l'environnement, cette compréhension de l'environnement et de l'observation, en fait, j'en déduis ce que je vais faire. Je peux traverser parce que la voiture arrive lentement, ou je ne traverse pas parce que la voiture arrive vite. Donc là, il y a différents scénarios qui sont processés de manière très très rapide dans notre cerveau. En fait, la démarche scientifique, c'est pareil. J'observe, je comprends, et ensuite, j'essaye de prévoir suivant ce que j'ai compris. Et c'est ce qui fait la différence entre un fait scientifique et une croyance. Le changement climatique, c'est un fait scientifique, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une opinion. On n'est pas pour le changement climatique ou contre le changement climatique, ou je crois au changement climatique ou je ne crois pas au changement climatique. Non, le changement climatique, ce sont des faits, ce sont des observations, ce sont des phénomènes physiques qu'on comprend. Et donc aujourd'hui, le changement climatique, c'est un fait qui est observé, qui est établi, on connaît son origine, et elle est bien comprise. Et la dernière partie, que je vais aussi aborder, donc c'est essayer, après cette démarche-là, d'intégrer peut-être ce qui est le moins prévisible, c'est la dimension humaine. La dimension humaine dans le processus de décision face aux conséquences futures, vu tout ce qu'on comprend. Voilà, donc je vais commencer par l'observation. On observe un phénomène. Et généralement, quand on parle climat, on parle CO2. CO2, donc vous avez ici une courbe qui montre la concentration de CO2 dans l'atmosphère, mesurée au sommet d'un volcan, ici à Hawaï, dans ce dôme-là. Vous avez cette courbe de CO2, ici, là, cette mesure de CO2 depuis 1958, depuis qu'on a des mesures directes de CO2, jusqu'à aujourd'hui. On appelle ça la courbe de Keeling. Keeling était le premier scientifique qui a mesurer le CO2 à Hawaï. Donc en fait, ce qui est marquant, c'est que la concentration du CO2 dans l'atmosphère ne cesse d'augmenter depuis le début des mesures directes, de manière assez régulière. Alors vous avez des petites oscillations là, qui correspondent aux saisons. Chaque saison est une petite oscillation. Vous avez cette tendance à l'augmentation du CO2. Si on regarde bien la courbe, elle tend à s'accélérer sur la fin. Donc ça, c'est le premier marqueur. On observe. Je ne vous ai pas dit que le CO2 était responsable de la température. On observe juste que le CO2 augmente de façon importante. Alors quand on parle climat, à la différence de météo, on essaye de se placer dans des échelles de temps qui sont beaucoup plus loin, beaucoup plus grandes. On essaye de comprendre ce qui se passe actuellement sur des échelles de temps historiques et de très grandes échelles de temps. On peut aller jusqu'au paléoclimat. Donc paléoclimat, c'est les dernières glaciations, on va dire, pour nous, on va s'arrêter aux derniers millions d'années. On ne va pas remonter encore un peu plus haut. On peut, mais je ne vais pas m'adresser cette question-là. Donc comment on fait pour regarder les paléoclimats? En fait, on essaye évidemment, il y a...
il y a 3000 ans, il y a 10 000 ans, on n'avait pas des mesures de CO2. On essaye par contre donc de connaître, de déterminer de manière indirecte quelle était la concentration de CO2 dans l'atmosphère dans les climats passés. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher cette information-là. On appelle ça dans les archives de la Terre. Dans les archives de la Terre, il peut y avoir les sols, il peut y avoir les lacs comme les temps d'Otto, où en fait on creuse des carottes et on regarde, on analyse les différents sédiments qui se sont déposés au fil du temps dans le lac, par exemple. Mais on fait la même chose au niveau des pôles. Donc ici, vous avez une représentation de l'Antarctique. On va au pôle sud. Le pôle sud, c'est un continent. À la différence du pôle nord, qui est un océan, le pôle sud est un continent. Et sur le pôle sud, il y a 3000 mètres de glace. 3 km de glace. C'est absolument considérable. Il y a 3 km de glace, donc on creuse, on va jusqu'au fond. Et puis chaque couche représente les différents climats qu'il y a eu jusqu'à aller au fond, jusqu'à 3000 mètres. Et à 3000 mètres, ça correspond à peu près à un climat d'il y a 1 million d'années. Voilà. Donc on peut remonter jusqu'à 1 million d'années. Et si on regarde, donc on fait des carottes, on appelle ça des carottes parce qu'il y a un carottier ici, et puis ça a la forme d'un cylindre. On stocke tout ça dans des carothèques, comme des bibliothèques, c'est dans des carothèques. À Paris, il y a un gros laboratoire qui fait ça. Et donc, on analyse les différentes couches. Alors, si on regarde ces carottes, en fait, on voit qu'il y a des petites bulles d'air qui sont piégées dans la glace. Et ces petites bulles d'air, elles correspondent à l'atmosphère, ce qu'on appelle l'atmosphère fossile, c'est-à-dire l'atmosphère de l'époque où la neige est tombée à ce moment-là, et puis s'est transformée en glace. Et donc, on analyse de manière très très fine ces carottes. Et donc, on remonte dans le temps. Alors, je vais aller lentement dans le temps. Je vais commencer. Alors cette courbe-là, c'est cette loupe-là. Vous voyez cette augmentation. Et ici, on remonte jusqu'à 1700 à peu près, 1750. Et donc, on voit que si on replace dans ce contexte cette augmentation rapide, le CO2 a commencé à augmenter à partir des années 1800. 1850, on voit une augmentation assez lente, et puis ensuite une explosion très rapide du CO2 sur les 50 ou 60 dernières années. Donc le CO2 augmente. Puis là, si on regarde ensuite sur le million d'années, vous avez la même courbe. Ici, c'est un trait, tout droit. Et quand on replace cette évolution, cette augmentation très rapide dans l'échelle du million d'années, donc ici c'est moins 800 000 ans, hein, on remonte dans le temps de ce côté-là. On voit que le CO2 fluctue de manière assez forte, avec des périodes où il y a beaucoup de CO2, il y a à peu près 100 000 ans, il y avait beaucoup de CO2, des périodes où il y a beaucoup moins de CO2, il y a 20 000 ans, 30 000, il y a 20 000 ans, 30 000 ans. Et puis, depuis donc 1850 qui est ici, on a une augmentation extrêmement rapide du CO2. Donc, ce qu'on est en train de vivre est complètement inédit, et ce qui se traduit par une conclusion forte du 5e rapport du GIEC, sur lequel, de nouveau, il n'y a pas une question de je crois ou je ne crois pas, c'est un fait. Les concentrations actuelles de gaz à effet de serre, donc le CO2, sont sans précédent depuis 800 000 ans. Je pense que l'incertitude sur cette conclusion-là est relativement faible. Je pense qu'on sera tous d'accord sur ce constat-là. Et donc on essaye de comprendre cette augmentation du CO2. Alors là, on fait appel aux travaux des chimistes. Les travaux des chimistes qui nous montrent que cet excès de CO2 par rapport aux fluctuations naturelles du CO2, cet excès de CO2, il est dû à la combustion des énergies fossiles. Alors les chimistes nous déterminent ça à partir de l'analyse chimique du gaz carbonique d'aujourd'hui et du gaz carbonique naturel qui est celui de ma respiration, celui de votre respiration, celui de la respiration des plantes, qui n'a pas les mêmes propriétés chimiques que celui qu'on a brûlé, qui vient du carbone brûlé, des énergies fossiles brûlées. Et donc on voit que l'excès de CO2 correspond à la combustion des énergies fossiles. Et quelque chose qui est très intéressant aussi et qu'on ne mentionne que rarement, on note aujourd'hui une diminution de l'oxygène dans l'atmosphère. Et cette diminution de l'oxygène dans l'atmosphère, donc de nouveau c'est les chimistes, alors vous savez que pour brûler, il faut de l'oxygène. Vous avez une bougie, vous la mettez sous un bocal, au bout d'un moment elle s'éteint, il n'y a plus d'oxygène, elle a tout consommé. Et donc ce qu'on est en train de voir, c'est que la diminution de l'oxygène qu'on mesure, elle est tout à fait compatible avec la combustion toute simple d'énergie fossile
pour donner de l'énergie. Donc c'est un autre marqueur qui montre que ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas naturel et dû aux activités humaines. Alors j'aime bien replacer l'échelle de temps de l'homme. Où est-ce qu'on est dans l'histoire de l'homme? On va remonter loin, hein, on remonte au Néandertal. Donc l'Homo sapiens s'est développé sur les derniers 100 000 ans. L'homme de Néandertal, allez, 400 000 ans. Ce que je vous montre là, c'est qu'en fait, on est en train de vivre une époque qui est complètement inédite dans l'histoire de l'homme. L'homme n'a jamais été confronté, n'a jamais vécu dans une atmosphère aussi carbonée. Alors, je ne parle pas au niveau santé, hein, mais je parle au niveau conséquences, parce que pour augmenter le gaz carbonique sans avoir d'impact serait fort sur la santé en tant que tel. Mais ce que je vous montre là, c'est que en fait, nous vivons une époque unique depuis l'histoire de l'homme. Et moi, j'appelle ça l'homme apprenti sorcier. On a généré quelque chose, on ne mesure absolument pas les conséquences, on n'a pas mesuré les conséquences de ce qu'on a généré, on prend conscience maintenant des conséquences de ce qu'on a généré. Donc ça, c'est le premier constat. On observe quelque chose qui est absolument unique dans l'histoire de l'homme. Donc le poids de ce qu'on est en train de vivre est considérable. C'est pas une petite chose. L'homme n'a jamais été face à une transition aussi nécessaire pour essayer donc de réduire quelque chose qui s'est emballé. Donc l'homme apprenti sorcier. Donc l'homme apprenti sorcier, quelle est la conséquence de son action? En fait, la conséquence de son action, non. On observe, je vais vous parler de notre observable, d'observer le CO2, on va observer la température. Donc la température, de nouveau, on l'observe depuis à peu près, on l'observe pas depuis sur les temps anciens, on a des thermomètres depuis à peu près la fin du 19e siècle, depuis 1880. Et donc vous avez ici une courbe, les années sont en bas, ici vous avez les anomalies de température. Alors les anomalies, c'est le dada des climatologues. Par rapport à un météorologue, alors le météorologue il parle d'une température, il fait 25 degrés, il fait 30 degrés. Le climatologue, il parle en anomalie de température, c'est-à-dire une différence par rapport à une référence. D'accord ? Donc, par exemple, je fais la moyenne des températures sur les 30 ou 40 dernières années, et je parle en différence par rapport à cette moyenne. Donc, si c'est positif, ça veut dire que c'est plus chaud que la moyenne. Si c'est négatif, ça veut dire que c'est plus froid que la moyenne. Plus froid qu'une référence, qu'une période de référence. On a tous des périodes de référence. Et dans notre vie, la période de référence qu'on a généralement dans notre esprit, c'est la période de référence de notre enfance, de notre jeune vie d'adulte, où on se souvient du climat quand on était petit. C'est une période de 30-40 ans, on va dire, de 20-30 ans. Donc ici, la référence, elle était choisie de manière arbitraire, hein, c'est 1960-1980, et donc vous avez une barre correspond à une année. Et donc vous voyez que depuis 1880, on a une augmentation de la température et qui s'accélère de manière très forte sur la dernière décennie. Donc l'année la plus chaude, c'est 2016. Deuxième année depuis 150 ans. Deuxième année la plus chaude, 2015. Troisième, 2017. Quatrième, 2018. Alors quand j'entends sur certaines radios que le climat est en train de se refroidir depuis 10 ans, on est dans un plateau... Voilà, c'est ce qu'on peut entendre sur certains, ou qu'on peut lire sur certains blogs. Les 4 années les plus chaudes depuis 150 ans sont les 4 dernières années. Alors, je pense que ces gens font référence au fait, ou imaginent que le climat se réchauffe de manière constante, et donc une année doit être toujours plus chaude que l'année précédente. Non, vous voyez qu'il y a des fluctuations d'une année à l'autre. Mais donc, on a un climat qui se réchauffe. Une autre manière de le voir, c'est sous cette forme-là. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire que ce que je vous avais montré, c'est la température globale de la planète. La température globale de la planète. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que à peu près en un siècle, on a pris 1 degré, 1 degré, à peu près. Voilà, c'est l'ordre de grandeur. Alors une autre manière de le voir, qui est très intéressante, c'est celle-là. C'est au lieu de vous montrer une courbe, je vous montre un code barre avec différentes couleurs qui correspondent à la température. Donc ici, sur la gauche, en haut, vous avez le monde. Donc le monde, c'est la même courbe que tout à l'heure.
mais présentés différemment. Donc vous avez des périodes qui sont plutôt froides au début, et puis un réchauffement, et le réchauffement qui devient très important avec les 2 années qui sont très chaudes. Ici, vous avez la même chose, mais pour la France. Donc on voit en fait qu'on peut traduire à l'échelle mondiale, on peut descendre d'une échelle globale à une échelle locale, où on a des fluctuations qui sont du même type, avec un réchauffement qui est très fort. Alors évidemment, l'ordre de grandeur de la température est différent. En France, le climat varie beaucoup plus qu'à l'échelle globale de la planète. Et puis ici, vous avez Montpellier. Montpellier, alors ça commence ici, parce qu'à Montpellier, il y a les mesures sont depuis 1960, où vous avez exactement le même comportement. Donc ce qu'on voit à l'échelle globale se retrouve complètement à l'échelle locale. Et donc on voit que l'échelle globale est l'agrégation de quelque chose qui se passe de manière globale. Ce n'est pas quelque chose qui correspond à des arrangements sur la planète. Non, c'est sur l'ensemble de la planète. Et donc en termes de température, au niveau du monde, on est à peu près 1 degré aujourd'hui, 0,9. La France est déjà à 1,5 degré d'augmentation. Et le sud-ouest de la France, alors j'ai mis sud-ouest parce que en Occitanie, ça fait quand même partie du sud-ouest. Donc l'Occitanie est à peu près comme la France à 1,5 degré. Donc au niveau de la France, on se réchauffe un peu plus vite qu'à l'échelle du monde. Alors l'échelle du monde, elle est un peu trompeuse dans la mesure où on prend aussi la température des océans. Donc il faudrait différencier la température des océans et la température des continents. Et on voit que la France, en fait, si on fait ça, la France se réchauffe à peu près au même rythme que la moyenne des continents sur l'ensemble de la planète. On prend tout, on prend l'Arctique et l'Antarctique, ouais. Dans la reconstruction de la température globale, oui, on prend tout. Voilà. Donc là, c'est la température, et puis je finis par... je vais aller très vite, pour vous montrer que j'ai parlé du CO2, j'ai parlé de la température, mais en fait, il y a plein d'autres indicateurs. Donc la température, elle est reproduite ici. Ici, vous avez un autre indicateur qui est le niveau de la mer. Le niveau de la mer, où on voit que depuis... Ici, c'est 1993, on voit qu'on a une augmentation qui est constante du niveau de la mer. Ici, vous avez la masse sur les glaciers en Antarctique et au Groenland. Donc on voit qu'on perd de la masse, donc ça veut dire que les glaciers fondent. Le contenu de chaleur océanique et puis le gaz carbonique que je vous ai présenté précédemment. Donc il y a une multitude d'indicateurs qui font que le climat est en train de se réchauffer de manière forte ça affecte l'ensemble des systèmes climatiques. Juste pour montrer un exemple, des photos comparatives, c'est toujours intéressant de regarder des différentes photos. Donc vous avez une photo ici qui a été prise en 1928 au Spitsberg. Donc le Spitsberg, c'est un archipel qui est au nord de la Norvège, qui est assez proche du pôle. Et vous avez exactement la même photo prise en 2009, exactement du même endroit. Vous connaissez la montagne, là, qui est la même. Vous voyez la quantité, le front du glacier était ici. Ça fait à peu près 50 mètres. Et aujourd'hui, tout a disparu et le glacier a reculé ici. Donc vous aviez la trace du glacier qui était à peu près là. Donc on a des indicateurs qui sont massifs et qui sont très forts. Donc là, c'est la première étape. J'observe. Et je pense que le constat, il est clair. Il y a quelque chose en train de se passer. Donc maintenant, une fois qu'on a observé, on essaye de comprendre et d'attribuer ces changements. Ces changements, est-ce qu'ils sont naturels? Donc on a vu que le CO2, l'augmentation du CO2 n'est pas naturelle, elle est due aux activités humaines. Mais la température, est-ce que c'est naturel? Est-ce que le niveau de la mer, est-ce que c'est naturel? Donc on essaye de comprendre. Alors pour comprendre, nous climatologues, on a ce qu'on appelle les modèles de climat. Alors c'est un mot un petit peu barbare. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est que c'est des modèles numériques. Donc Thierry vous a dit que je venais dans le laboratoire qui faisait tourner des gros modèles de climat. Donc moi, c'est un peu ma spécialité. En fait, on crée une terre virtuelle. Une terre virtuelle, une terre informatique, c'est comme un jeu. On découpe la Terre en petits cubes. Et dans tous ces petits cubes, alors l'océan, l'atmosphère, le continent, la glace, on découpe tout en petits cubes. Et dans tous ces petits cubes, on calcule la température, l'humidité, tous les paramètres météorologiques, ou tous les paramètres de glace, ou tous les paramètres de sol. On calcule tout ce qu'on peut. Alors, ces modèles-là, ce sont les mêmes modèles qui sont utilisés pour faire de la prévision météo. C'est exactement les mêmes. À part que la prévision météo, ils sont un peu plus simplifiés, parce qu'il n'y a que l'atmosphère, il n'y a pas l'océan, il n'y a pas la glace, tout ça. Mais pour l'atmosphère, c'est exactement le même. Donc c'est les mêmes lois physiques, il y a des nuages dans ces modèles-là, il y a le soleil, il y a tout un tas de choses, c'est exactement les mêmes modèles. Et donc à partir de ces modèles, on essaye,
je vais passer sur ça. On essaye donc de reconstruire. Ce qui est génial avec les modèles, c'est qu'on peut, on peut faire plein de choses. On peut faire tourner la Terre à l'envers, par exemple, si vous voulez. On peut couper le soleil. Voilà, c'est un outil qui est très intéressant pour comprendre ce qui va se passer. Quand il y a une prévision météo est mauvaise, ce que font mes collègues météorologues, c'est qu'elles refont tourner la prévision rétrospectivement et elles essayent de voir pourquoi la prévision a raté. Hein, donc quels sont les phénomènes physiques qui manquent, quels sont les phénomènes physiques qui sont mal représentés, etc., etc. Donc nous, en climat, on essaye de reproduire le climat les paléoclimats, donc les vieux climats. Mais là, je vais me focaliser sur le climat du XXe siècle, enfin 19e et 20e siècle, et puis maintenant. Et donc on essaye de débrancher ou de se focaliser sur certains mécanismes pour essayer de reproduire le climat d'aujourd'hui. Donc ici, vous avez sur cette courbe-là, qui commence toujours en 1850, c'est la même chose, donc une autre représentation des mesures de la température de la planète. Donc ici, c'est les petits traits noirs. Et là, au lieu que ce soit des données annuelles, comme je vous ai présenté précédemment, c'est tous les mois. Donc on voit qu'il y a une très grande variabilité. Et ensuite, vous avez deux courbes qui sont de couleurs différentes. Une courbe bleue, qui est relativement stable, avec des petits à-coups comme ceci, et une courbe rouge, qui suit relativement bien les observations. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une Terre virtuelle où on s'est dit le CO2 n'augmente pas, est le même que celui avant la période industrielle. On fait comme si on n'avait pas rejeté de CO2. Par contre, on garde tout ce qui peut changer l'équilibre énergétique de la planète. On garde le Soleil, parce que le Soleil a ses propres fluctuations, il nous envoie plus ou moins d'énergie. Et on garde un autre perturbateur qui est important, qui sont les volcans. Les volcans, quand ils envoient des quantités très importantes de poussière dans l'atmosphère, ils contribuent à refroidir le climat. Parce que ça joue ce qu'on appelle l'effet parasol. Hein, ils empêchent le rayonnement du soleil de toucher directement la surface de la Terre, et donc ils refroidissent le climat. Et donc vous avez sur cette courbe bleue, cette courbe bleue représente la simulation où on a gardé tous les forçages naturels, volcans et solaires, et on a enlevé le CO2. Enfin, le CO2 est constant. Et vous voyez que le climat est relativement constant sur le XXe siècle. Et tous les pics que vous avez, ce sont les grosses éruptions volcaniques. Alors le dernier pic, c'est l'éruption du Pinatubo aux Philippines, qui a provoqué un refroidissement de l'ordre de 0,1 degré, mais temporaire. Et puis la courbe rouge représente le climat qu'on simule en mettant le CO2 dans l'atmosphère. Et on voit qu'en fait, en rajoutant le CO2 dans l'atmosphère, on arrive à simuler parfaitement le climat du XXe siècle. Donc par ce processus-là, on en déduit que... Donc on a testé toutes les possibilités pour essayer de reproduire le climat de la planète. Et en fait, on ne peut reproduire le climat du XXe siècle que si on a le CO2. Si on n'a pas le CO2, on peut enlever n'importe quoi, ou on peut rajouter n'importe quoi. On n'arrivera jamais, avec nos modèles, à reproduire le climat du XXe siècle. Ce qui tend à montrer que l'origine du réchauffement, vous voyez ce réchauffement de 1 degré à peu près qu'on a pris à l'échelle globale, est on va dire entre 80 et 100% lié aux activités humaines. Autrement, on aurait un climat relativement plat, voire un léger refroidissement parce que le soleil nous envoie un petit peu moins d'énergie depuis quelque temps. Donc on aurait dû avoir un petit peu de refroidissement. Donc l'effet du CO2 compense largement tout ce qui se passe à l'effet naturel. Donc le CO2 est d'origine naturelle, le réchauffement est lié au CO2. Pardon, le CO2 est d'origine anthropique, le réchauffement est lié au CO2. Donc on a cette connaissance-là qui sont basées sur la physique. Donc là, pour répondre aux questions, évidemment, c'est sur les mécanismes. Et donc on passe à la troisième étape de la démarche scientifique. C'est une fois qu'on a observé, une fois qu'on connaît, on essaye de prévoir et on essaye d'anticiper. Donc on a vu que le facteur crucial aux échelles de temps qui nous intéressent, c'est l'échelle de temps de la décennie au siècle, en fait c'est la concentration du CO2 dans l'atmosphère, et donc pour le futur, c'est les émissions futures de CO2 dans l'atmosphère. Alors, comme disait Thierry, on fait ce qu'on appelle des projections climatiques. Alors pas des prévisions climatiques, parce qu'on est incapable de vous dire, vous savez, la prévision météo, c'est dans 3 jours, il fera 23 degrés ou le matin à Metz à 7 heures. On n'est pas capable de vous dire, nous climatologues, en 2050, il fera telle température à Metz.
Par contre, on fait des scénarios d'évolution de température, et ces scénarios d'évolution de température, ils sont dépendants des scénarios d'émission de gaz à effet de serre. Donc quelque chose qui est difficile à prévoir, puisque c'est lié à l'homme. Donc on fait plusieurs scénarios. Et donc vous avez ici tout ce que la communauté scientifique a testé en termes de scénarios d'émission de gaz à effet de serre. Donc ici on est en 1980, 2018 on est par là. Sur cet axe-là, vous avez les émissions de CO2 dans l'atmosphère en gigatonnes de CO2. Alors les gigatonnes, c'est des milliards de tonnes. La perturbation qu'on introduit dans l'atmosphère, son ordre de grandeur, c'est des milliards de tonnes. Ce n'est pas du gramme, c'est des milliards de tonnes. Donc on émet aujourd'hui, en 1980, on émettait à peu près 20 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on est à peu près à 40 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Donc on a doublé en 30 ans. Et donc vous avez ces différents spaghettis là, qui partent avec différentes couleurs, qui correspondent à différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, qui incluent les évolutions de démographie, qui incluent les changements technologiques anticipés, qui incluent les changements de société anticipés, qui incluent un large panel de possibles pour l'évolution humaine. Alors, on va nous focaliser juste sur deux. Le rouge, alors nous, on l'appelle le scénario de « on continue comme aujourd'hui ». C'est le scénario du laisser-faire. On ne prend aucune mesure, vous voyez la tendance, hein, on continue, jusqu'en 2100. Et puis le bleu qui correspond en fait au scénario qui a été discuté à Paris, lors de la COP 21, qui consiste à continuer à émettre un petit peu jusqu'en 2020 et ensuite diminuer fortement les émissions de CO2 pour arriver à ce qu'on appelle le net carbone, c'est-à-dire le moment où les émissions seront à zéro vers la fin du siècle. Donc je me focalise sur ça et puis je vais vous montrer ici une petite animation qui va contraster ce que j'appelle donc le scénario sobre, c'est le scénario 2 degrés, et le scénario du laisser-faire, c'est le scénario qui va conduire à une augmentation de la température. Alors vous avez les années qui défilent ici. Vous avez toujours le même graphe, présenté différemment, de l'évolution de la température globale en fonction des années. Donc on commence en 1980, 2010 ici jusqu'en 2100. Et puis vous avez, donc en blanc, ce sont les observations que je vous ai présentées. Et puis en rouge et en bleu, vous avez les deux scénarios. Le scénario du laisser-faire, ici à droite, et le scénario sobre, ici à gauche. Donc je vous laisse regarder un petit peu, parce que c'est quand même assez frappant. Et puis je vous laisse regarder aussi l'échelle de couleur. C'est quand on est dans le marron, on est à plus 10 degrés. Je vous rappelle que sur les 100 dernières années, on a pris 1 degré à l'échelle globale. Donc voilà, localement, on peut être à plus 10 degrés quand on est à ce niveau-là. Donc l'animation repart, vous avez le scénario sobre, scénario. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que on est en 2020, 2021, et puis on augmente ici, on va arriver jusqu'en 2040, et on voit qu'en termes de température globale, quelles que soient les émissions futures, on a à peu près la même augmentation jusqu'en 2030-2040. Ça veut dire que toute action qu'on prend aujourd'hui, elle n'aura d'effet visible sur le climat en termes de température globale que dans 15-20 ans. On travaille pour ça. On travaille pour le futur, on travaille pour le décrochage. Donc ça, c'est très important et c'est aussi un frein dans l'action parce que ce qu'on fait aujourd'hui, on le verra que dans 20-30 ans. Donc c'est difficile pour nous, humains, qui avons juste cette idée de court terme. Et donc vous voyez aussi la différence. Dans le scénario de degrés, évidemment, ça chauffe. Alors ça chauffe plus au niveau des pôles. C'est parti. Ça chauffe plus au niveau des pôles qu'au niveau des tropiques. Et puis quand on regarde dans le scénario ici du laisser-faire, on arrive au niveau des pôles à une température qui est de l'ordre de plus 10 degrés, plus 15 degrés. Donc vous imaginez la glace au nord du pôle, quand elle a plus 15 degrés par rapport à aujourd'hui, en fait elle aura fondu, en particulier en été. Voilà, donc quand on parle de plus 2 degrés ou plus 5 degrés, parce que à la fin il arrive à plus 5 degrés, plus 5 degrés ça veut dire que localement ça peut être beaucoup plus, avec des impacts qui sont beaucoup plus forts. Alors si on se focalise sur la France, parce que ça c'est toujours important, je vais vous montrer en termes d'impact. Alors, on est en été. Je vous montre ici
ce que 4 degrés signifie sur la France, en fait. Comment nous, on peut toucher ce 4 degrés, parce que vous allez me dire, la température fluctue d'un jour à l'autre de 4 degrés, voire de 10 degrés, voire de 15 degrés quelquefois. Mais en termes de climat, qu'est-ce que ça veut dire 4 degrés? Et donc là, je vous présente la température sur la France. À chaque petite petit carré correspond à une année observée. Et donc, vous voyez sur la France que la température moyenne en été, donc c'est la moyenne sur juin, juillet, août, elle est autour de 18 degrés et elle a pris à peu près 1 degré sur la fin avec 19 degrés. Dans le scénario du laisser-faire, on a ce scénario-là où en fait on augmente donc la température de manière extrêmement forte pour arriver à peu près à une moyenne de... Alors si on prend plus 4 degrés, ça fait une moyenne de 23 degrés. Donc là, bon, ça vous parle peut-être pas trop, mais en fait sur ce graphe-là, j'ai triché. Il y a quelque chose qui manque. Vous avez une idée de quelque chose qui manque? L'humidité? Non, il ne manque pas l'humidité. Les extrêmes, il manque un extrême. Celui-là. 2003. Il manque la canicule de 2003, donc je vous l'avais masqué volontairement. La canicule de 2003, pour un climatologue, c'est 3,7 degrés. Voilà. Et donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est que le climat, si on continue comme aujourd'hui, de 2060-2070, la canicule de 2003, ça sera l'été moyen. L'été moyen, ça veut dire statistiquement un été sur 2. Et si on continue encore plus, à partir de 2080, 2003, ça sera un été froid. Pour nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, enfin petits-enfants même. Donc voilà, le 4 degrés, ça signifie ça sur la France. En termes d'impact, ça signifie ça. Et la vague de chaleur de 2003, et alors évidemment, ça a surpris tout le monde, donc il y a eu des impacts qui étaient très importants, donc il y a eu 15 000 morts en 2003. Je pense qu'aujourd'hui, si une canicule comme 2003 arrivait, on n'était pas loin, il n'y a pas 15 000 morts parce qu'il y a des mesures qui ont été prises. Par contre, 2003, c'est 40% de rendement agricole en moins. Et ça sera certainement cette année aussi 40% de rendement agricole en moins, ou en tout cas un pourcentage non négligeable vu l'été qui se profile. C'est des conséquences très importantes en termes sur la forêt, en termes évidemment de ressources en eau. Et on va essayer de redescendre encore plus bas, à une échelle encore plus fine. Donc oubliez cette partie-là, mais regardez cette carte-là, parce qu'on parle beaucoup de température, mais on oublie quand même quelque chose qui est absolument important, c'est l'eau. Et donc ici, vous avez la simulation des débits de rivière en été pour toute la France. Donc on est par ici. Et donc vous avez un code de couleur avec le mauve ici qui correspond à ce qu'on appelle un débit extrême, c'est-à-dire que le débit est diminué de 50%, de moitié. En moyenne, hein, on est en 2070 là, en moyenne, ça veut dire chaque été. Hein, et on voit que donc, sur la France, on a une diminution qui est extrêmement importante des débits de rivière, en particulier sur le bassin de la Garonne et évidemment sur tous les massifs de montagne. C'est moins le cas dans le nord de la France où les sécheresses seraient, en tout cas les sécheresses hydrologiques seraient plus faibles. Voilà, donc là c'est la conséquence et donc on a quand même envie de faire quelque chose, c'est de limiter le réchauffement. Donc limiter le réchauffement entre 1,5 et 2 degrés, donc je vais finir par ça. Et donc il y a quelque chose qui est si important, c'est une urgence. Une urgence pour limiter ce réchauffement. Donc vous avez certainement entendu parler du scénario 1,5 degrés ou plus de degrés de l'accord de Paris. Et je vais juste... Oups, il y a tout qui passe rapide là. Je vais juste revenir... Non, c'est quoi ça? Je vais juste revenir très rapidement sur ces scénarios-là. Donc, si on continue comme aujourd'hui, en fait, on dépasse le 1,5 degré aux alentours de 2030, 2035, entre 2035 et 2040. Donc, on est sur ce schéma-là. Alors, ce qui est important de voir, c'est que ce qui contrôle le climat des années futures, ce n'est pas le CO2 qu'on émet aujourd'hui.
enfin, il est important, mais c'est le cumul du CO2 dans l'atmosphère. Donc c'est tout ce qu'on a émis jusqu'à aujourd'hui compris, et dans les quelques années, qui sont absolument importantes pour le climat de futur. Ce qui tend à vouloir dire que c'est absolument essentiel, vu que c'est l'addition du CO2 dans l'atmosphère qui est importante et pas l'émission en tant que telle, c'est absolument essentiel de limiter les émissions dès aujourd'hui, puisque ça veut dire qu'on diminue, on arrête l'accélération de la pile et qui monte, et donc ça c'est absolument essentiel. Donc un réchauffement qui si on continue comme aujourd'hui, dans le scénario de 1,5 degré, qui piquerait ici, qui serait dépassé vers 2030-2040, et ensuite qui se stabiliserait. Alors qui se stabiliserait, ça veut dire quoi pour stabiliser ce réchauffement à 1,5 degré? Donc ça veut dire ça. Donc là vous êtes certainement effrayés, enfin, c'est assez effrayant, mais c'est vraiment un défi qui nous est posé nous en termes de société. Donc c'est le même graphe que tout à l'heure, ce sont les émissions de CO2 en milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, donc on est à 40 comme aujourd'hui. Et vous avez deux couleurs. On va s'intéresser à la couleur bleue qui correspond au scénario de 1,5 degré. Donc 1,5 degré, on est en 2020, ça veut dire qu'il faut dès aujourd'hui diminuer de manière drastique les émissions de CO2 dans l'atmosphère à une vitesse assez incroyable. Donc il faut diminuer, pour atteindre ce 1,5 degré, il faut diminuer le CO2 dans l'atmosphère de 45% en 2030 par rapport à 2010. C'est-à-dire qu'en 10 ans, il faut avoir diminué le CO2 de 45%, on va dire de moitié, nos émissions de CO2. Tout ça, c'est à l'échelle mondiale. Et pour contenir, il faut arriver à ce qu'on appelle un net zéro vers 2050, c'est-à-dire qu'on n'émet plus de CO2 à partir de 2050. Ou alors, si on en émet, il faut des techniques pour l'enlever de l'atmosphère. En tout cas, on n'a plus le droit, entre guillemets, d'émettre du CO2 dans l'atmosphère pour ne pas dépasser ce 2,5 degrés. Et en plus du CO2, on en parle peu, mais il faut réduire vraiment les autres émissions des émissions des autres gaz à effet de serre qui en plus, eux, ont des bénéfices directs pour la santé, en particulier des méthanes, des oxydes nitreux, des oxydes de soufre, qui sont très dangereux pour notre santé et notre activité pulmonaire. Voilà. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, c'est pour résumer, au rythme actuel, le 1,5 degré sera atteint entre 2030 et 2052. Ce qui est important de voir, c'est que les émissions passées, il y a toujours un espoir, les émissions passées ne conduisent, parce que je vous ai dit que c'était le cumul, mais si on regarde le cumul de ces émissions, ils ne conduisent pas inéluctablement à dépasser le seuil. C'est-à-dire que rien n'est écrit en termes de géophysique. Peut-être que tout est écrit en termes de société, mais rien n'est écrit en termes de géophysique. On est encore capable aujourd'hui de ne pas dépasser ce seuil. Donc les effets sont visibles, et donc ce qu'on montre aussi dans ce rapport, c'est qui comparait les climats à 1,5 degré par rapport à 2 degrés, on montre que 0,5 degré, c'est très important à l'échelle climatique. Bon, alors je vais un peu plomber l'ambiance. Où est-ce qu'on en est en fait dans les émissions? Et donc dans les émissions, vous avez les dernières estimations qui sont montrées ici. Alors après une stabilisation vers 2015-2016, on est reparti de nouveau à une augmentation de la concentration de CO2. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout sur les trajectoires du scénario 1,5 degré ou 2 degrés. Et dernièrement, vous avez certainement entendu parler des conclusions du Haut Conseil pour le climat, qui a rendu ses conclusions sur l'état des émissions de CO2, en particulier sur la France. Et il est bien clair, c'est bien précisé que les engagements nationaux ne sont pas suffisants pour limiter le réchauffement planétaire, et il faut donc agir dès aujourd'hui. Voilà. Donc, je termine peut-être sur 2 mots. Donc, pour conclure, vous avez vu qu'il faut atténuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis, je vous ai dit quand même quelque chose qui est important, c'est que sur les 20 prochaines années ou 15 prochaines années, en fait, le climat va continuer à se réchauffer, jusqu'à 1,5, peut-être 2 degrés, de toute façon. Et donc, ce 0,5 degré supplémentaire, il va falloir s'y adapter.
parce que c'est un changement qui est assez considérable. Donc en fait, il y a 2 stratégies aujourd'hui. C'est l'atténuation, parce qu'il faut travailler sur le climat futur, mais il y a aussi des stratégies d'adaptation, parce qu'il faut s'adapter à un climat changeant, et on ne peut pas choisir entre les deux. Il faut vraiment mener les 2 de front, parce qu'on sera confronté de toute façon à ces deux actions. Et juste pour conclure sur le dernier slide, enfin dernière diapo, c'est qu'en fait on montre par les nouveaux rapports du GIEC que tout demi-degré compte. On n'est pas sur des schémas de plus 3, plus 4, plus 5 degrés. Maintenant on sait que tout demi-degré compte, parce qu'on a évalué l'impact d'un demi-degré supplémentaire. Qu'est-ce que ça signifie en termes de sécheresse, en termes d'extrême, en termes de conséquences sur le vivant. Tout demi-degré compte. Je vous ai montré que en fait, il fallait aller très vite, et donc toute année compte, tout mois compte. On n'est plus à penser, bon, oui, en 2020, enfin 2020, on est en 2020, mais 2030, 2050 c'est loin. En 2050, c'est dans 30 ans. Et on a vu que c'était le cumul du CO2, donc toute année compte. Et comme c'est le cumul de CO2, en fait, toute action compte, et toute décision compte, pour essayer de diminuer ces émissions de manière importante. Voilà. J'espère que je vous ai... Très bien, merci. Je vous ai donné l'état du climat. Voilà, merci beaucoup Christophe. Je pense que c'était très, très pédagogique, comme toujours avec toi, très, très clair, pas vraiment très rassurant, mais en tout cas très, très clair. Une question quand même, parce que tu es en train de travailler donc sur des modèles, comme tu l'as dit. Est-ce qu'on a entendu parler, si tu veux, du fait qu'on pouvait avoir ce qu'on pourrait appeler des mauvaises surprises, c'est-à-dire d'un terme un petit peu technique, des rétroactions positives qui en fait sont des trucs très négatifs, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, on puisse avoir des sortes d'accélération des phénomènes qu'on arrive à ce moment-là plus à maîtriser. Est-ce que c'est bien le cas ? Et si oui, quelles sont-elles éventuellement ? Alors on entend ce genre de discours sur la modélisation et sur le fait que dans nos modèles, il y aurait en fait ce que tu appelais des rétroactions positives, c'est-à-dire des mécanismes amplificateurs qui fait que le système s'emballe. Oui, il y en a dans nos modèles. L'évolution des connaissances est telle que, en fait, chaque fois qu'on rajoute un processus nouveau qu'on ne modélisait pas avant, mais qu'on connaît, par exemple sur les glaciers de l'Antarctique, on ne modélisait pas ça de manière très correcte parce qu'on n'avait pas de données, on n'avait pas. Maintenant, les satellites nous donnent des informations incroyables, et puis on a des connaissances physiques du comment fonctionne la glace, donc on n'avait pas ça. Donc maintenant, on rajoute ça dans nos modèles. C'est pour ça qu'il y a différents rapports du GIEC et différents exercices de modélisation avec une complexité de plus en plus grande. Et quand on regarde l'histoire en fait des modèles, et en particulier donc ceux qui vont être utilisés pour le prochain rapport du GIEC, on voit que ces modèles ont introduit des mécanismes physiques qui ont tendance à induire des rétroactions positives et donc des phénomènes d'emballement. Donc certainement que les premiers résultats sont en train de sortir. Il semblerait que le réchauffement simulé par les modèles, par exemple un doublement de CO2, soit plus important aujourd'hui, avec la connaissance d'aujourd'hui, que ce qu'il avait été écrit en 2013 et ce qui a été écrit précédemment. Donc on serait plutôt vers un état où l'augmentation de la température, malheureusement, serait plus forte que ce qu'on avait anticipé. Est-ce qu'il existe des rétroactions, au contraire, qui seraient favorables ? En gros, pour simplifier, des bonnes surprises ? Alors, il existerait des bonnes surprises. Alors, les bonnes surprises climatiques, elles sont souvent liées à la glace. En fait, à la glace, aux rétroactions liées au climat polaire. Quand on met de la glace, quand on rajoute de la glace, en fait, on refroidit encore plus que s'il n'y en avait pas. Et quand on enlève de la glace, on réchauffe encore plus que ce qu'il n'y en avait pas. C'est vraiment un bouton amplificateur, la glace. Donc la bonne surprise pourrait être d'avoir une connaissance
une modélisation partielle de cette glace, en particulier de la vitesse de la glace, qui ferait que la fonte de la glace qu'on est en train de simuler serait moins grande, mais c'est très peu probable. Voilà, parce qu'on a de nouvelles mesures qui montrent qu'en fait, on modélise bien la glace. L'autre bonne surprise, parce que là c'est vraiment de la science très nouvelle, donc où il y a encore pas mal d'incertitudes, c'est la vitesse de chute des glaciers. Vous avez vu la première photo, c'était un iceberg. Donc la vitesse de ce qu'on appelle les vélages d'iceberg, hein, c'est la quantité de glace qui part du continent et qui vont dans l'océan. On espère que cette vitesse soit plus faible que ce qu'on simule, mais de nouveau, dernièrement, grâce aux produits satellites, on a une estimation qui semblerait être, en tout cas dans les modèles, être la bonne, être celle qui s'observe. Donc on serait plutôt au contraire vers... enfin, j'en vois pas beaucoup des rétroactions négatives. Et tu nous as pas, on prendra après quelques questions, tu nous as pas parlé de l'élévation du niveau de la mer. Ah oui, alors ça c'est la... Et qu'est-ce qui va se passer ici, dans notre étang de Thau? Voilà, donc ça c'est... Alors s'il y a bien quelque chose... Le niveau de la mer, en fait, l'océan c'est l'intégrateur. L'atmosphère c'est le petit gamin fou, hein, qui fluctue à toutes les échelles de temps. Hein, de la journée, c'est la météo, à l'année, on a certes des années froides, des années chaudes, plus froides, plus chaudes. L'océan, lui, c'est un intégrateur. Et il faut bien se rendre compte que l'excès d'énergie qui est lié au CO2, il y en a à peu près 90% qui est stocké dans l'atmosphère. En termes de contenu de chaleur, c'est stocké dans l'océan. C'est stocké dans l'océan. Les 10% sont dans l'atmosphère, puis un petit peu le reste. Mais l'océan, lui, il intègre. Et donc, en fait, si on regarde le niveau de la mer, c'est comme le CO2. C'est une droite. Hein. C'est pas des petits zigouigouis comme on voit sur l'atmosphère. C'est vraiment une droite. Et donc, depuis 100 ans, on a pris 20 cm à l'échelle globale de la planète. Une hausse de 20 cm de niveau de la mer. Et donc là, les projections climatiques, donc dans les différents scénarios, sont en fait... conduisent dans le précédent rapport du GIEC, l'ordre de grandeur, c'était 40 cm supplémentaires pour un scénario à 2 degrés et 1 mètre supplémentaire pour le scénario du laisser-faire en 5 degrés. Ces estimations vont être revues certainement à la hausse dans le prochain rapport du GIEC. Juste peut-être une analogie, un ordre de grandeur. Une hausse, on se met sur un cas extrême, hein, mais bon, qui est arrivé. Une hausse du niveau de la mer de 1 mètre, ça correspond en fait à la hausse du niveau de la mer qui a été enregistrée lors du passage de la tempête Xynthia. La tempête Xynthia qui a touché la côte atlantique, la zone du Poitou-Charentes. Et lors du passage de la tempête, il y a eu une augmentation du niveau de la mer de 1 mètre, ce qui a brisé toutes les digues, et c'est tout ce qu'on a vu, les désastres occasionnés. Mais c'est une hausse du niveau de la mer de 1 mètre pendant 2 heures. Là, vous avez une hausse du niveau de la mer, 365 jours. Donc là, ça implique un changement radical et on estime qu'il y a à peu près à l'échelle globale de la planète, s'il y a une hausse du niveau de la mer de 1 mètre, il y a entre 2,5 et 3 milliards d'habitants qui seraient obligés de migrer et de se déplacer. Alors, je ne l'ai pas indiqué tout à l'heure, mais tu as récemment travaillé sur quelque chose qui nous importe ici beaucoup, c'est les huîtres. Alors, pas les huîtres du bassin de Thau, mais tu as travaillé, je crois, sur les huîtres qui sont sur l'Atlantique. Est-ce que, je ne sais pas si tu vas encore nous donner des bonnes nouvelles, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu? Je peux vous en parler. Bon, je n'ai pas besoin de vous montrer un transparent. On a travaillé donc, avec une équipe de l'IFREMER sur les huîtres, sur la mortalité des huîtres sur la côte atlantique. On n'a pas du tout travaillé sur la côte méditerranéenne parce que les dynamiques sont un petit peu différentes. Mais en tout cas sur la côte atlantique parce qu'il y a des séries de mesures. Alors, il y a des séries de mesures qui sont disponibles et qui sont avec une précision qui est très fine depuis 1970. Et donc on a un recul qui est assez important, ce qui est très rare pour le vivant, parce que la continuité des indicateurs et des mesures change beaucoup. Et donc on a ce qu'on appelle des ruptures dans des séries qui nous permettent pas souvent de déterminer les tendances. Mais là, donc sur l'Atlantique, il y a des mesures
qui sont disponibles, et on voit que donc il y a une fluctuation de la mortalité des huîtres, avec des années de mortalité extrême et des années de mortalité plus faibles. Et donc on a regardé à quoi étaient liées ces années de mortalité extrême, et en fait sur la côte atlantique, je ne me prononce pas sur les tantôt, mais sur la côte atlantique, les années de mortalité extrême sont dues en fait à des pics de température. Alors quand on parle de pic de température, c'est 0,5 degrés en plus. Hein, vous voyez la sensibilité du vivant, le vivant c'est une horloge. Hein, c'est une horloge suisse, c'est réglé vraiment sur des paramètres. Et donc on a regardé en fait l'évolution du risque de mortalité dans le futur, suivant les scénarios, donc le scénario du laisser-faire et le scénario sobre de degrés. Et on voit que dans le scénario sobre, à l'échelle de 2030, on arrive à un risque de mortalité de 50%, c'est-à-dire une année sur deux de mortalité extrême, à l'échelle de 2030, dans le scénario sobre. Dans le scénario du laisser-faire, à partir de 2050, on est à une mortalité extrême de 100%, c'est-à-dire chaque année. Donc ce qui a des conséquences extrêmement importantes sur l'économie, sur la viabilité de certaines cultures. Alors tout ça, c'est en faisant l'hypothèse que l'huître, en tant qu'animal, ne s'adapte pas. Parce que ça, on ne sait pas trop comment le quantifier. Mais ce que mes collègues biologistes disent, c'est que l'adaptation, en fait, elle est possible, bien évidemment, dans l'histoire, ça s'est passé. Mais à une échelle de temps aussi rapide, elle est peu probable, en tant que telle. C'est la vitesse du réchauffement qui est importante. 0,5 degrés, la Terre était plus chaude, les huîtres ont résisté avant à 0,5 degrés. Mais par contre, la vitesse du réchauffement est cruciale. Oui, c'est ça. En fait, le problème qu'on a actuellement, c'est quand même une accélération par rapport à ce qu'on imaginait il y a encore 5 à 10 ans, sur lequel on parlait de 2050, de 2100, etc. Et maintenant, tu nous parles de 2030, 2035, en termes d'élévation. Oui, alors il y a eu, on parlait surtout avant la COP, avant la COP 21, on parlait donc des échéances 2040, 2050, et puis ensuite des échéances un petit peu 2100. Et donc la COP nous a, enfin la COP et les représentants des gouvernements nous ont questionné, nous climatologues, ou en tout cas ont passé une commande, la commande d'un rapport spécial du GIEC, qu'on appelle un rapport spécial 1.5. 1.5, c'est-à-dire 1.5 degrés, pour déterminer quels seraient déjà les impacts à 1,5 degré. Alors c'est un processus intéressant quand on fera l'histoire des sciences du climat ou l'histoire même de la société actuelle. Ce rapport-là, il avait été demandé par les pays les plus vulnérables, en particulier les pays des îles dans le Pacifique, qui sont très vulnérables à l'augmentation de la température. Et il avait été un peu poussé aussi par les pays producteurs de pétrole. Par les pays producteurs de pétrole, parce qu'en fait, ils étaient quasiment persuadés que scientifiquement, on montrerait que plus 0,5 degrés, c'était pas beaucoup plus en termes d'impact qu'aujourd'hui. Et en fait, ça nous a conduit, nous, communauté scientifique, à porter un zoom, un focus sur ce seuil de 1,5 degré et de 2 degrés, de quantifier qu'est-ce que plus 0,5 degré veut dire, et en fait on montre que plus 0,5 degré, ça a des impacts très très importants dans certaines zones, alors pas partout, mais dans certaines zones. Et alors sur la France, l'impact est très fort sur la zone méditerranéenne. En fait, le risque de sécheresse et le risque de canicule changent beaucoup entre 1,5 degré et 2 degrés. Sur le nord de la France, c'est moins le cas. Donc c'est pour ça qu'on a basculé en fait vers cette échéance aussi de 2030 qui correspond au seuil de température qu'on obtiendrait, au niveau de température qu'on obtiendrait si on ne change pas. Et donc qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui est nécessaire pour ne pas franchir ce seuil. Et donc les échéances se rapprochent. Voilà, merci. Alors, on va prendre quelques questions de vous. Vous levez la main. Si quelqu'un peut nous aider, comme on enregistre, attendez un petit peu qu'il y ait un micro-baladeur. Voilà. Voilà, si quelqu'un peut nous aider pour faire suivre le micro, ça serait bien, puisqu'on est en train d'enregistrer la conférence. Allez-y, monsieur. Des émissions comme ça, nous sommes de plus en plus sensibilisés
mobiliser pour faire des petites choses, chacun à son niveau, le citoyen, pour réduire le réchauffement. Tout ça, ça me paraît bien, mais quand même peanut. Je voudrais vous demander en quelques mots, au niveau de la Terre, quels sont les principaux facteurs, par ordre d'importance, qui conduisent à l'augmentation du CO2, pour avoir une idée générale, si vous voulez. Voilà. Alors, c'est difficile de parler à l'échelle mondiale parce qu'en fait, chaque pays a ses propres caractéristiques en termes d'émissions de CO2. Et ça correspond en fait aux différents types de production essentiellement de l'énergie, et ça correspond également à différents critères sociaux, quoi, par exemple. Donc aujourd'hui, le pays le plus émetteur de CO2, c'est la Chine. Le deuxième, ce sont les États-Unis, et on arrive en France à peu près au niveau du 5e, 6e. Donc si on regarde ça de manière un peu plus précise, donc on va se dire, bah, tiens, il faut taper sur les Chinois qui produisent de l'énergie avec le charbon, qui est un gros émetteur de CO2. Les Chinois vont nous dire, ben nous, ben c'est normal qu'on émette beaucoup parce qu'on est un gros pays et donc il faut diviser par tête de pipe. Donc par habitant, en fait, dans ce cas, hop, la Chine revient à peu près, un Chinois émet à peu près autant qu'un Européen, qu'un Français. Si on tient compte du fait qu'ils sont 1,5 milliard. Et puis, ils nous disent aussi, mais c'est pas juste de compter le CO2 que nous, on émet, parce que vous achetez nos produits. Donc, il y a ce qu'on appelle la délocalisation du carbone. Les produits, nos biens de consommation sont produits en Chine, et nous, on les achète. Donc, si on corrige de tout ça, en fait, un Français émet plus qu'un Chinois, il émet à peu près 11 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, alors qu'un Chinois émet à peu près 5 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Donc vous voyez toute la complexité. Sur la France, peut-être, les postes les plus émetteurs sont le logement, en tout cas l'habitat, et le transport, qui sont les deux postes qui sont les plus émetteurs, puis ensuite vient l'agriculture. Donc avoir des politiques très fortes en termes de logement, donc isolation, éviter les passoires thermiques, ce genre de choses, donc conduirait à une diminution des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Et puis évidemment les transports, donc changer notre système de mobilité pour essayer donc de diminuer ces émissions. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. Quand on parle de 40 milliards de tonnes de CO2, ça veut dire que c'est ce qui est contenu dans la totalité de l'atmosphère ou c'est ce qui est émis chaque année? Non, c'est le surplus. Non, mais c'est ce qui est émis. Pas annuellement. C'est ce qui est émis annuellement. Annuellement, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Oui, oui, parce que j'avais compris que la capacité de la Terre à absorber du CO2 était de l'ordre de 3 à 4 milliards de tonnes par an. Oui, alors il faut faire une distinction entre les émissions de... Ouais, les chiffres il faut faire attention sur les équivalents carbone et le carbone en tant que tel. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que bon, les chiffres sont énormes et on arrivera, ils sont tellement énormes qu'on arrivera en 2 siècles à doubler le CO2 dans l'atmosphère. C'est quand même énorme comme différence. Donc ça correspond à ces chiffres d'émissions énormes. Alors aujourd'hui, l'océan et les continents essayent de réguler cet excès de CO2 qu'on met dans l'atmosphère. Donc l'océan pompe à peu près 1/3 du CO2 que nous on émet dans l'atmosphère. On remercie l'océan. Bon, en contrepartie, ça conduit à l'acidification de l'océan. Le continent, via la biosphère, capte aussi à peu près 1/3. Donc, grosso modo. Donc, ça veut dire que ce qu'on voit dans l'atmosphère, l'augmentation, ça correspond à peu près au tiers restant. Et ce tiers restant, il a une durée de vie qui est à peu près de l'ordre de 2000 ans. Ouais. Donc, ça aussi, ça a été revu à la hausse. On pensait que le cycle du carbone était beaucoup plus actif. Et en fait, il semblerait que le cycle du carbone soit moins actif qu'on ne le pensait.
Ouais. Et vous avez parlé exclusivement du CO2, et je pensais au rôle du méthane, qui a un pouvoir de réchauffement 20 fois plus important que le CO2, à volume ou à masse égale, si j'ai bien compris. Mais, et donc, il y aurait des gisements de méthane prisonniers sous la calotte glaciaire, qui seraient évidemment libérés, et qui commencent déjà à l'être, si j'ai bien compris, à cause de la fonte des glaces en Arctique. Est-ce que c'est un phénomène qui est marginal ou qui a une importance forte? Alors, le méthane est très important. Alors, dans le scénario du 1,5 degré, là qu'on présente, c'est on ne peut l'atteindre ou le respecter que si on fait aussi des efforts très importants sur les composés hors CO2, qui sont méthane, oxyde nitreux, etc. Le méthane est donc comme vous le dites, hein, un pouvoir réchauffant qui est beaucoup plus fort. Il a une durée de vie aussi qui est beaucoup plus faible, qui est de l'ordre de 20-30 ans. Ce qui est intéressant quand on regarde les mesures de méthane, je ne peux pas vous montrer le graphe, mais les mesures de méthane, la concentration de méthane a augmenté fortement jusqu'aux années 2000, et puis ensuite il y a vraiment eu un plateau. Et l'augmentation, les émissions de méthane n'augmentaient plus. Et puis là, ça repart. Ouais. Ça repart de manière assez forte et assez rapide. Alors ça fait partie des incertitudes de la science, de l'incertitude scientifique, c'est d'où vient ce méthane. Ouais. Alors il y a plusieurs pistes. Le premier, c'est la fuite des gaz de schiste. Dans l'extraction des gaz de schiste aux États-Unis, alors quand on voit des photos satellites, quand on voit les gisements de méthane, en fait on voit tous les puits de gaz de schiste. Ouais. Donc là, alors on ne sait pas trop encore comment quantifier ça, mais on voit qu'il y a quelque chose. Et l'autre possibilité, c'est donc le permafrost. Donc c'est ce méthane qui est stocké dans le sol glacé de l'Arctique, de la Sibérie essentiellement, qui, lorsque ce sol glacé fond, en fait, serait libéré dans l'atmosphère. Et ça, de nouveau, on a du mal à quantifier la quantité qui vient de ces facteurs-là. Mais le méthane augmente. Voilà, donc ça fait partie de l'incertitude scientifique encore. Et il y a une grosse action de recherche qui est menée là-dessus. Alors les ruminants, ça, là je vous ai parlé du méthane. Alors les ruminants, oui, il y a donc ça c'est le troisième poste, c'est le changement de type d'agriculture, une massification de l'agriculture intensive versus l'agriculture extensive dans les pays en particulier émergents, qui fait que ça serait aussi une source. Mais c'est vraiment très difficile apparemment à mesurer. Alors je ne suis pas spécialiste du méthane, mais c'est ce que mes collègues m'ont dit. Monsieur ? Oui. Que pense Donald Trump des études du GIEC, les États-Unis étant le plus gros pollueur de la planète? Fake news. Comment? Alors, je pense que. En majuscule. Je ne sais pas si. Je fais un peu d'humour, je ne sais pas si Donald Trump peut penser, mais. C'est lire déjà. Bon, en tout cas, il rejette totalement tout ce qui vient de toute façon de la communauté internationale. Ce qui est. Comment dire? Je pense qu'il faut différencier entre le fonctionnement de la démocratie américaine ou du fonctionnement de la société américaine est vraiment différent de la société française. C'est une société qui est beaucoup moins centralisée, et sur ces points-là, le président a beaucoup moins de pouvoir qu'en France, par exemple, ou en tout cas beaucoup moins d'effet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'autonomie dans les États. Et donc il y a certains États qui sont rentrés dans une transition qui est même beaucoup plus rapide que celle qui serait nécessaire ou autorisée entre guillemets. Par exemple, la Californie, ils ont des objectifs qui sembleraient pouvoir être tenus d'une réduction très très importante des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre aux échéances 2030-2040. Donc, et si on regarde les émissions globales de CO2 dans l'atmosphère par les États-Unis, en fait, elles n'augmentent pas de manière drastique. Donc, je dirais l'effet Trump, ouais, c'est un effet médiatique et important. Et c'est peut-être celui-là qui est le plus dangereux dans la mesure où il inspirerait d'autres pays
Même si les États-Unis seraient relativement corrects en termes des émissions, d'autres pays pourraient s'inspirer en disant les États-Unis font rien, ou les États-Unis rejettent l'accord de Paris, donc moi je le rejette. Je pense au Brésil en particulier, et puis il y a d'autres pays aussi qui pourraient s'engouffrer dans la brèche. Donc c'est plus une question de géopolitique. On va dire. Et comment on explique les fluctuations du CO2 avant l'ère industrielle? Alors les fluctuations du CO2 avant l'ère industrielle, on les explique, donc c'est des fluctuations naturelles du CO2. Elles sont liées aux périodes de glaciaires, à l'alternance de périodes glaciaires et de périodes interglaciaires. Donc les périodes glaciaires et interglaciaires, elles sont essentiellement pilotées par la quantité d'énergie qui arrive sur Terre venant du Soleil. Et donc on a des grands cycles, ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch, qui ont à peu près 100 000 ans, où vous imaginez la Terre qui tourne autour du Soleil. Oui, c'est ça. Je commençais à douter. C'est le doute scientifique. Quoi. Non, parce qu'on parlait tout à l'heure des platistes. Donc c'est des platistes, c'est les gens qui pensent qu'encore la Terre est plate. Et que c'est un pourcentage non négligeable de la population mondiale qui pense ça. Donc j'ai commencé à douter. Donc la Terre tourne autour du Soleil, et l'orbite de la Terre en fait n'est pas stable. Hein, c'est une ellipse qui est plus ou moins excentrée suivant les époques. Donc quand l'ellipse est très, très prononcée, en fait la Terre est un plus loin que la distance Terre-Soleil s'agrandit, et donc la quantité d'énergie est plus faible. Et donc la Terre se refroidit, on rentre en glaciation, et quand la Terre a une orbite quasiment circulaire, comme maintenant, on est plutôt en période interglaciaire. Et donc ça change beaucoup la température, et ça change beaucoup le CO2. Le CO2 étant, la température étant impliquée dans le cycle du vivant, donc le cycle de la biosphère. Quand on a une augmentation de la température, on a une augmentation du cycle du carbone, en particulier de la biosphère. Et on a aussi quelque chose qui est très important et qui joue beaucoup dans ces fluctuations-là, de l'ordre de 50%, c'est la quantité de CO2 qui est stockée dans l'océan. Je vous ai dit que l'océan, c'est le régulateur, c'est l'intégrateur. Et en fait, une eau froide peut contenir plus de CO2 qu'une eau chaude. Si vous faites l'expérience vous prenez une bouteille d'eau gazeuse, vous la mettez au frigo, vous en prenez une que vous mettez au frigo, une que vous mettez au soleil, vous les ouvrez en même temps, celle qui est au soleil, elle déborde, ça explose, celle qui est au frigo, ça fait pchit. Et pourtant, il y a la même quantité de CO2. Donc il y a un dégazage de l'eau quand elle est chaude. Elle peut contenir moins de gaz, ça c'est des propriétés physiques et physico-chimiques des matériaux. Et donc du coup, il y a un stock, il y a l'eau dans la période glaciaire a plus de CO2. Voilà. Et donc tout ça se redégage dans l'atmosphère. Moi, j'avais donc... pardon. Oui. Oula, plein de questions. On va très bien ici avec le contre-jour, donc vas-y. J'avais une question aussi. Est-ce qu'il y a une possibilité de décarboner l'atmosphère? Puisque je vois par exemple l'Australie qui a prévu de planter plus d'1 milliard d'arbres. Je crois que c'est le cas aussi de certains pays africains qui ont prévu aussi... voilà. J'ai pu lire qu'il suffirait de planter 1000 milliards d'arbres pour décarboner suffisamment l'atmosphère. Scientifiquement, est-ce que c'est viable? Alors c'est une étude qui est extrêmement controversée. Il y a des incertitudes qui sont très très fortes, parce que les hypothèses de travail ont été très très fortes, parce qu'en fait elles ne tenaient pas compte du type de sol, et parce que toutes les végétations ne peuvent pas pousser sur tout type de sol, et elles tenaient compte aussi d'une manière très très grossière des ressources en eau. C'est-à-dire que, oui, potentiellement, si on regroupe le Sahara, évidemment, ça fera un puits de carbone très important. Mais quelle espèce végétale aujourd'hui peut vivre dans le Sahara, considérant les conditions hydrométriques du Sahara et les conditions de température du Sahara? Donc ces études-là, elles sont à prendre avec beaucoup de pincettes. Donc il y a cette idée de décarboner l'atmosphère. Donc dans les scénarios que je vous ai présentés, derrière ces scénarios-là, il y a cette idée-là d'avoir une capacité technologique de prendre le carbone de l'atmosphère et de le stocker
pour réduire la concentration. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est un pari. C'est un pari que vers 2030-2040, on aura cette capacité technologique pour extraire le CO2 dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on ne sait pas faire, quoi. On ne sait pas faire correctement. On sait faire de manière par des prototypes, mais on ne sait pas passer à l'échelle, quoi. Alors, il est presque 20h bientôt, donc on va prendre encore 2 questions. Oui. Là. Voilà. Alors moi j'en ai deux toutes petites. La première, c'est quelle est la différence peut-être chimique entre le CO2 d'origine naturelle et celui issu de la combustion d'énergie fossile? Ouais. Et la deuxième question, c'est à un certain stade d'avancement de réchauffement, est-ce que le système global ne risque pas à un moment donné de basculer dans une glaciation ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment que le cycle de 100 000 ans pour la glaciation? Ouais. Alors sur le type de CO2, en fait, les chimistes regardent ce qu'on appelle les isotopes. Les isotopes de carbone. Donc il y a donc c'est des études sur l'atome de carbone qui a différents stades, différents niveaux atomiques. Donc des états plus ou moins lourds, c'est le carbone 13, carbone 14, et des états stables qui sont le carbone 12. Et on voit que en fait le rapport entre le carbone que l'on respire et le carbone qui est émis par les fossiles, qui est plutôt du carbone lourd, ce rapport-là, en fait, il change, et donc ce qui permet de déterminer le fait que ça ne peut y avoir que le carbone qui était contenu dans les énergies fossiles, parce que c'est ce carbone-là qu'on retrouve dans l'atmosphère, en fait. Donc c'est par ces mesures isotopiques, en fait. Sur la notion de retour à la glaciation, il n'y a pas de processus physique à part la quantité d'énergie qui vient du Soleil, une diminution de la quantité d'énergie qui vient du Soleil pour rentrer en glaciation. Ensuite, il y a des mécanismes, une fois qu'on a commencé à y rentrer, il y a des mécanismes qui peuvent l'amplifier, qui peuvent la maintenir. Dans tous les cycles glaciaires et interglaciaires, en fait, il y a des mécanismes amplificateurs, en particulier la glace. Quand les pôles se recouvrent de plus en plus de glace, donc la glace renvoie l'énergie du Soleil vers l'atmosphère, et donc il y a un processus amplificateur. Mais les processus refroidissants, non, il n'y a pas de... Alors, de manière locale avec le Gulf Stream... le Gulf Stream. Parle-nous un petit peu du Gulf Stream, parce qu'on a parlé un petit peu avec Christophe Cassou, et alors figurez-vous que Christophe, il nous a dit, mais moi, il n'y a pas de problème, je fais tourner la Terre à l'envers grâce à mes modèles. Donc, explique-nous un petit peu ce qui se passe. Alors, le Gulf Stream, c'est un petit peu... Ça participe à la caricature du catastrophisme qui sont affiliés aux climatologues. On dit le Gulf Stream va s'arrêter. Alors on imagine le Gulf Stream, un grand courant qui vient de la Floride. Et tout ça va s'arrêter. Donc il va pas. Les côtes françaises ne vont plus être baignées par cette eau qui vient de la Floride. Non, je vous rassure, le Gulf Stream ne va pas s'arrêter. Le Gulf Stream, c'est une circulation océanique, c'est un grand courant océanique qui part de la Floride et qui décolle vers New York, là, qui traverse le bassin et qui va baigner, enfin qui va nourrir les eaux de la Norvège et puis de l'Arctique. Ce Gulf Stream, en tant que tel, il existe parce que la Terre tourne et parce qu'il y a des vents. Et les vents vont dans un sens bien particulier. C'est que les vents, quand on regarde dans les tropiques, où le Gulf Stream naît, il naît en Floride, les vents dans les tropiques vont de l'Afrique vers les Caraïbes. Ce sont des alizés. Et ces alizés, donc, quand on a du vent sur une surface liquide, en fait, il transporte de l'eau, un transport de masse d'eau. Et cette masse d'eau, elle vient, donc ça pousse, et elle vient buter contre le continent américain. Donc si elle vient buter contre le continent américain, au bout d'un moment, le niveau de la mer monte, puisqu'il y a plus d'eau qui va côté américain que côté africain. Mais bon, ça ne peut pas monter de manière infinie. Il y a une recirculation, et cette recirculation, cette partie d'eau chaude, là, elle recircule et elle s'en va vers l'Europe et ensuite vers la Norvège. Si on regarde le niveau de la mer moyen entre les côtes africaines et puis les côtes de Floride, le niveau de la mer est 50 cm plus haut, en moyenne tout le temps, en Floride qu'en Afrique. Et alors c'est un petit bassin, l'océan Atlantique, si on regarde dans le Pacifique, entre le Pérou et puis l'Australie, c'est 1 mètre. Le niveau de la mer
au Pérou et 1 mètre plus bas qu'en Australie. Et tout ça, c'est des équilibres qui sont instables, donc ça peut basculer et puis ça recircule. Donc le Gulf Stream ne s'arrêtera pas. Par contre, ce qui peut ralentir, c'est l'apport de chaleur vers les pôles et vers la Norvège. Donc nous, on a fait des simulations, alors un peu moins extrêmes que la Terre tourne à l'envers, parce qu'on a fait la Terre qui tourne à l'envers pour inverser les vents, et donc on a voulu inverser le Gulf Stream, on voulait voir ce que ça faisait. Donc là, on a fait des simulations un peu moins extrêmes, quoique. Où on a regardé donc l'évolution du Gulf Stream dans un scénario où on réchauffe la planète de 10 degrés. Et il faut arriver à ces ordres de grandeur de réchauffement pour avoir un impact qui est assez fort, mais sur la Scandinavie. Donc ça refroidirait sur la Scandinavie un climat qui s'est déjà réchauffé de 10 degrés. Donc au lieu de se réchauffer de 10 degrés, ça serait peut-être 7 degrés. Et sur la France, ça serait peut-être 1 degré en moins. Donc voilà, on n'est pas du tout dans ce schéma de glaciation. Bien bon, voilà, au moins une bonne nouvelle quand même. C'est la seule à peu près de... On dit que les climatologues sont catastrophistes, donc non. Voilà. Allez, encore une toute dernière, je crois que quelqu'un a le micro, c'est bon? Ah bon. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Donc, je voulais parler de la vapeur d'eau, puisque la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. On n'en parle jamais dans les modèles, et donc je voulais savoir comment vous la prenez en compte. Et en plus, la quantité de vapeur d'eau dépend de la température, donc comment ça marche? Oui, alors la vapeur... Et comment ça évolue, et est-ce que ça éventuellement améliore les choses ou pas? C'est très, très, très important, la vapeur d'eau, et c'est vraiment un gaz essentiel dans l'atmosphère. C'est le principal gaz à effet de serre. C'est le gaz à effet de serre naturel. Sans vapeur d'eau... la température de la Terre moyenne, c'est à peu près 14 degrés ou 15 degrés aujourd'hui. Sans vapeur d'eau, ça serait moins 18. Donc c'est le gaz à effet de serre principal. Il est bien sûr pris en compte dans les modèles. Et comme vous dites, la vapeur d'eau a ce qu'on appelle une rétroaction positive. Donc c'est un gaz à effet de serre. Et quand une atmosphère plus chaude peut contenir plus de vapeur, et donc l'effet gaz à effet de serre de la vapeur d'eau est amplifié par le réchauffement. Dans le scénario 1,5 degré, je crois que la part liée à la vapeur d'eau, à la simple rétroaction positive de la vapeur d'eau, c'est 0,5 degré, donc c'est à peu près un tiers, donc c'est pas du tout négligeable. Donc ça, on le prend évidemment en compte dans le modèle. Alors ce qui est important de voir aussi, c'est que la vapeur d'eau a un cycle de vie qui est très court. Une molécule d'eau qui est évaporée de l'étang, elle ne va pas rester très très longtemps dans l'atmosphère, elle va être recyclée très rapidement, elle va rentrer dans un nuage, elle va reprécipiter. Donc en fait le cycle de la vapeur d'eau il est extrêmement court et il est permanent, quoi. Il y a juste une augmentation là parce que la température augmente, c'est tout. Mais en tout cas la quantité de vapeur d'eau ne change pas en tant que telle. Et elle est recyclée rapidement. Et elle est bien sûr pris en compte dans nos modèles. Parce qu'on lit justement qu'il n'y a pas de vapeur d'eau, il n'y a pas de nuages dans nos modèles, il n'y a pas de... Bon, c'est les modèles météo. D'accord. Quand est-ce que le prochain rapport du GIEC va sortir? Comment ça s'organise? Alors le rapport du GIEC, c'est un très très long processus. Donc le dernier rapport de synthèse, il est sorti en 2013, 2014, et le prochain sortira en 2021, 2022. Donc c'est à peu près un processus qui dure 7-8 ans. Donc le GIEC, ce qu'il fait, c'est que en fait, donc on est un groupe. On n'est pas beaucoup en tant que tel, parce qu'on a l'impression que tout le monde appartient au GIEC, mais en fait on est 250 environ. 250 à l'échelle globale, enfin à l'échelle globale, je vais me parler comme un climatologue à l'échelle planétaire, enfin en comptant tous les pays. On est 70 nationalités parmi ces 250. Et donc on se réunit tous les 6 mois pour faire le point. Et donc notre rôle en tant qu'auteur, c'est de faire une évaluation de la littérature scientifique et des conclusions scientifiques. Donc le GIEC ne fait pas de science, contrairement à ce qu'on lit. Le GIEC ne fait pas de science, il fait une compilation de la science. Qui est disponible dans la littérature scientifique. Il fait un instantané de la connaissance sur le climat. Le GIEC n'est pas prescriptif non plus. On entend le scénario du GIEC, 2 degrés, 3 degrés. Non. Le GIEC fait la compilation de la recherche scientifique sur qu'est-ce que veut dire 1,5 degré ou qu'est-ce que veut dire 2 degrés sur la France. Mais il ne dit pas il faut... quelle solution il faut utiliser pour atteindre ce 1,5 degré.
Il fait une évaluation, donc ça c'est la science dure, et combiné à cette science dure, donc ça c'est le volet 1 du GIEC, le volet 2 et le volet 3. Le volet 2 travaille sur les impacts du changement climatique en tant que tel, et le volet 3 travaille sur la recherche qui est faite en termes de scénarios économiques, scénarios technologiques. De nouveau, c'est une compilation de la recherche, il ne fait pas de la recherche en tant que tel. Et voilà, donc c'est un processus qui est très long et qui est en train d'être... Enfin, on est complètement dedans. Il y a 3 brouillons, et ce qu'on appelle des brouillons. Et chaque brouillon est corrigé par les scientifiques hors auteurs du GIEC. Et par exemple, pour le dernier rapport spécial du GIEC, qui est le rapport 1.5, il y a eu 1000 scientifiques, à peu près 1000, qui ont participé à la relecture du rapport. Et chaque scientifique émet donc des commentaires, et au final il y a eu 40 000 commentaires sur le rapport 1.5 qui était plutôt petit. Et le règlement du GIEC est tel que les auteurs doivent répondre à tous les commentaires, donc justifier le fait que donc il y a des commentaires qui sont très... C'est grâce aux commentaires que les rapports du GIEC s'améliorent, hein, et la majorité sont très très constructifs. Mais il y en a d'autres qui suggèrent de traiter un phénomène physique différemment. Et si on décide, nous, auteurs du GIEC, de ne pas le traiter de la manière qui est recommandée, on doit le justifier. Voilà, merci infiniment Christophe, bravo, je pense qu'on peut t'applaudir. Merci.